Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la politique CNet LPCN pour les intimes. C'est aussi le hashtag pour commenter l'émission toutes les semaines avec ma bande de gazouilleurs. Je décortique l'actu politique sur les réseaux sociaux. Mes gazouilleurs du jour, Titu Lecoq, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Slate et à Grazia, bienvenue. Merci. À vos côtés, Benoît Galeret, vous êtes rédacteur en chef à LCI où vous suivez plus particulièrement les réseaux sociaux. Bienvenue également. Alors avant de se pencher sur les thèmes de la semaine, RIP Nelson Mandela, les hommages ont été unanimes depuis jeudi soir. Une universalité inédite sur les réseaux sociaux et qui fait du bien alors que les propos haineux font florès ces derniers temps sur le web. Voilà, fin de la parenthèse. Au menu cette semaine, Internet est mort et l'histoire ne dit pas s'il repose en paix. Internet tel que l'on a connu n'existerait plus. Comprenez le web libre, ouvert, limite babacool. Aujourd'hui, nous allons tous sur Google ou Facebook et nos données personnelles sont vendues et même pire, scrutées par les États qui nous espionnent. D'espace de liberté, le net est devenu en quelques années un espace de surveillance. Comment en est-on arrivé à ce scénario catastrophe? Titu Lecoq, on traite de ce sujet aujourd'hui parce que vous avez écrit un papier sur Slate, sur la mort d'Internet, qui s'intitule « Notre mai 68 numérique est devenu un grille-pain fasciste ». C'est un papier provoque. C'est un papier surréaliste un petit peu, c'est un hommage à André Breton en fait. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer ? En fait, ça fait plusieurs années que j'essaye d'écrire ce papier et sur Internet, il y a tellement de choses différentes. Il y a le problème des données personnelles, le problème de la recherche sur Google, etc. Et donc là, j'ai essayé d'expliquer et surtout d'expliquer à tous les internautes de base comment Internet s'était transformé. Parce qu'il y a des trucs qui m'énervent, c'est un peu le côté... Entre journalistes tech, on en parle, mais on en parle dans des termes où les gens ne comprennent pas en fait. On n'arrive pas à leur faire comprendre les enjeux qu'il y a sur des concepts comme la net neutralité, etc. Ça passe pas du tout dans le grand public. Donc là, c'est vraiment essayer d'être très pédago. C'est pour ça que j'avais fait un titre comme ça aussi, un peu accrocheur, et de montrer. Donc voilà, l'idée c'était le grille-pain, c'est un circuit électrique qui est fermé, comme un Internet qui était complètement ouvert. C'est au fur et à mesure, en quelques années, de manière très insidieuse, complètement fermé. Et comment on y a tous participé en s'inscrivant sur Facebook, en servant tous les services de Google, etc. Et en laissant nos données, en sachant que c'est pas bien, parce que tout le monde le sait, hein, allez, oui, les données, c'est pas bien ce qu'on fait, mais on le fait quand même. Et essayer de montrer c'est quoi en fait les conséquences, pourquoi c'est pas bien de laisser ces données personnelles et qu'est-ce que les entreprises peuvent en faire après. Est-ce que c'est pas un point de vue de nostalgique de vieux cons finalement? De jeunes cons, s'il te plaît, je préférerais. Non, parce que l'idée, alors j'ai un peu ça, j'ai un peu effectivement une nostalgie de comment c'était avant et c'était mieux et blablabla, et je pense objectivement que c'était mieux. Parce que je suis vraiment réactionnaire. Mais non, c'est aussi se dire qu'en fait, peut-être qu'il faudrait à un moment qu'on arrive à réagir. Est-ce que, Benoît, vous partagez ce point de vue? Comment vous réagissez à ce papier? Je partage le point de vue, en effet, qu'il serait temps qu'on prenne ça au sérieux et qu'on surveille un peu qui fait quoi de nos données. Mais moi, je partage pas du tout cette nostalgie. Je trouve pas que le web, c'était mieux avant. Déjà, on était 12, donc c'est bien qu'on soit plus nombreux et que tout le monde en profite. C'est normal quand on atteint aussi une masse critique d'utilisateurs, qu'il y ait des changements de problématiques, que ça soit... Il faut dire pourquoi on est tous sur Google ou sur Facebook, pas parce qu'on est débile et qu'on va à tout prix donner nos données et qu'on cherche qui pour nous fouetter. C'est parce que c'est le plus simple, c'est le plus pratique. Il y a un côté, si on s'est tous retrouvés sur Google, c'est parce que c'est ce qui nous apportait les meilleurs résultats le plus vite et qu'on était très contents. C'est humain finalement. Voilà, c'est une question de facilité. C'est une question de facilité. Comme pour reprendre la super métaphore de l'autoroute qui est dans le papier. Je suis très fière. Il y a un moment, l'autoroute, on sait qu'elle détruit tout, qu'elle va péter les campagnes, mais c'est tellement plus simple de la prendre quand on va chez mamie que on prend l'autoroute. Et c'est les autoroutes de l'information, ça aussi, ça nous rappelle. C'est la super métaphore de l'autoroute de l'information. Il y a un moment où voilà, moi je suis pas nostalgique de ce web qui était compliqué, où par exemple pour aller télécharger, il fallait être super malin, il fallait demander à 12 potes
comment installer tel programme pour pouvoir aller. Alors en effet, c'était le peer-to-peer, s'il n'y avait pas Adopi, ça a un côté comme ça beaucoup plus libre, mais en fait c'était tellement compliqué que pour expliquer à ma mère comment télécharger une chanson, j'aurais pas pu. Là aujourd'hui, je peux lui dire bon bah écoute, tu vas sur iTunes, tu payes, tu te fais piquer tes données et puis c'est tout. Mais au moins la chanson, tu l'as. Le problème c'est après, est-ce qu'on a choisi entre une part de liberté individuelle, quasiment citoyenne, de l'abandonner au profit d'un confort technique. C'est ce que vous expliquez dans votre papier, c'est que ce sont les internautes finalement eux-mêmes qui ont perverti le web, alors qu'il fut un temps, je sais bien, on en a fait des débats, on avait peur en fait que ce soit les politiques qui légifèrent, qui nous interdisent, Donc on est les artisans de la mort du web. Complètement. Mais après, c'est un problème de modèle économique. C'est-à-dire que le modèle économique libéral et monopolistique qui s'est imposé sur Internet, oui, faisait que forcément on déviait parce qu'il y avait des idéaux quand même autour de l'espace, tu vois, une espèce d'utopie que ça pouvait devenir. Donc oui, c'est passé du camp, maintenant il faut rentabiliser, donc il faut prendre les données, il faut les recouper, enfin... Je trouve ça déjà dingue, en fait, qu'il ait pu exister, ce web-là. C'est-à-dire que pendant autant d'années, est-ce que ça a vraiment été un espace de liberté toujours, enfin... Ça peut être une question aussi. Hein. Je pense que si on est, pour le coup, un peu technicien et que si on va un peu plus loin que Google et Facebook, on peut encore trouver des espaces de liberté en ligne. Mais c'est pas pour le grand public. En fait, c'est ça. C'est dès que c'est grand public, forcément, il y a une sorte de régulation, d'autorégulation même parfois. Mais je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. C'est pas un problème le problème du grand public et de la massification des usages, c'est qu'après, forcément, ça veut dire qu'il y a des intérêts économiques. Moi, je pense que c'est vraiment une question purement d'intérêt économique. C'est pas un problème de les grands-mères sont sur Internet maintenant. C'est génial, ça. Oui, mais c'est à ce moment-là où les politiques et les grosses boîtes se sont dit bon, c'est plus possible. Les usages ont changé. On a méprisé ce truc-là pendant des années. Tout le monde utilise le web. Ça y est, on va s'y mettre. Mais c'est déjà dingue qu'ils aient attendu 10 ans pour s'y mettre. Que ce soit nos hommes politiques, les maisons de disques qui sont complètement passées à côté. Toutes ces... Moi, j'ai trouvé au contraire pendant ces années-là, je me disais mais quand est-ce qu'ils vont arriver? C'est pas possible, on va pas. Tout le monde s'y met, on utilise de plus en plus cet outil qui nous offre des libertés incroyables, complètement à côté. Comment retrouver, il nous reste plus beaucoup de temps, comment retrouver cette liberté perdue, comment la mobilisation, comment il faut un super-héros du web, c'est quoi? C'est ça qui va être très compliqué. Alors j'ai une collègue, Maëlle Quiton, qui a fait des très bons papiers sur Slate là-dessus, sur comment les hackers qui avant étaient très un côté un peu snob dans l'entre-soi, etc., commencent à se dire en fait notre seul moyen de sensibiliser les gens, c'est de construire des outils assez simples pour qu'ils s'en servent. Parce qu'on ne va pas demander aux internautes... C'est-à-dire qu'ils n'aillent plus Linux, sur... par exemple. Non, mais qu'ils n'aillent plus sur... concrètement, pour que les gens comprennent... Qu'on leur fasse des boîtes mail, qu'on arrive à créer des boîtes mail aussi performantes que Gmail, par exemple, mais qui n'appartiennent pas à Google. Qu'on passe pas par Google. Voilà, donc ça serait... Et après, c'est un problème de mobilisation et vraiment de réussir à expliquer aux gens les risques qu'il y a concrètement derrière. Et pour l'instant, c'est beaucoup trop abstrait pour tout le monde, quoi. Pétitionnons avec les réseaux sociaux. La pratique de la pétition s'est démultipliée. Dernier épisode en date, la lutte contre la pêche en eau profonde. 700 000 personnes ont signé grâce à l'influence de Pénélope Bagieux, une dessinatrice de BD, et à des stars posant nus avec des poissons morts. Un véritable raz-de-marée pour une cause qu'on croyait cantonnée au tréfonds du mouvement écolo. Vous saviez, vous, ce que c'était que la pêche en eau profonde? Pas du tout. Pas du tout, et d'ailleurs je m'y intéressais pas du tout, c'est-à-dire que j'ai vu passer ce lien au moins 10 fois sur Twitter avant de cliquer. Je découvre en effet non seulement les ravages de ce truc-là, mais qu'en plus nous Français, parce que c'est bien fichu sa BD, nous Français on a une responsabilité là-dedans. C'est des chalutiers qui draguent les fonds marins. Pour une grande enseigne qu'on connaît. Pour Intermarché, Intermarché, et donc on peut faire quelque chose pour une fois. C'est pas les Américains ils font un truc avec les sables bitumineux au Canada c'est honteux, ou la chasse à la baleine des Japonais. Non, là c'est nous, donc à un moment peut-être on peut cliquer et peut-être on peut leur dire faites attention. Et Titiou, c'est quand même assez incroyable quand même l'écho que ça a eu pour une cause, je le disais, qui est quand même a priori c'est pas là-dessus qu'on va s'enflammer. Je crois que la fondation ils étaient les premiers à être étonnés. Oui, donc c'est l'association Bloom qui avait lancé cette pétition et qui essaye de sensibiliser le public. Ils voulaient 50 000 signatures, c'est leur objectif de signature sur la pétition. Et là, ils ont dû changer pour 750 000 parce qu'ils avaient explosé complètement leur score.
Donc, mais c'est à force de Pénélope Bagieux. C'est l'influence de Pénélope Bagieux. Oui, alors c'est vraiment pas l'influence des pétitions en ligne, parce qu'ils sont restés à 27 000 signatures pendant très longtemps, mais c'est l'influence d'un blog qui est hyper lu. Et je pense que le fait que d'habitude, Pénélope prenne pas du tout parti sur ce genre de sujet, ça a aussi créé quelque chose. Et puis après, il y a son style, il y a la BD, enfin tout à fait. Parce que vous, si vous faites une pétition, ça si je fais une pétition au sujet d'Internet, bon, ça va pas être, tu vois. Parce que des pétitions, il y en a chaque jour, mais des milliers. Il y en a énormément, en effet. C'est très simple d'en créer une, en 2-3 clics. Donc on en voit passer tous sur nos murs pour tout et n'importe quoi. Là, je suis d'accord, je pense que la force de Pénélope, c'est que d'habitude, elle fait pas ça. Elle est pas dans le militantisme. Et donc, son public, qui est très nombreux, est pas un public qui est normalement mobilisé sur ces causes-là. D'un coup, cette fille qui a un pouvoir de prescription énorme, que son public adore, elle est cool, elle dessine super bien, c'est drôle. Enfin, et du coup, ces gens-là font du coup on dépasse le cadre habituel des militants pour les animaux ou pour l'écologie, pour toucher des lecteurs de BD, donc des gens qui, à la limite, seraient jamais allés se renseigner sur ce thème. Donc c'est là, en effet, la force de Bagieux sur ce coup-là. Le fait que ce soit notre pays, etc., c'est là où elle arrive à un truc. La fin de la BD est géniale, quoi. Il y a vraiment, c'est construit comme un scénario. T'as lu jusqu'à la fin? J'ai lu jusqu'à la fin, oui, j'arrive à lire 10 planches de BD. Benoît, non. J'ai lu en 2-3. C'est trop dur, 10 planches de BD. C'est ça, pour Internet, c'est long. T'as pas lu mon papier, quoi. Si, jusqu'au bout. Bon, on continuera cette discussion hors plateau, mais enfin, en tous les cas, on verra bien si donc cette association, via cette pétition, obtient gain de cause, puisque c'est dans quelques jours, on verra la suite. Elle pétille, elle pique parfois et nous donne toujours un coup de fouet, c'est la pastille de Lise. Viens poupoule, viens. Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa. Bonjour Lise. Toutes les semaines, vous nous donnez votre coup de cœur ou votre coup de gueule et vous n'allez pas nous parler de la prostate présidentielle ni du zizi de François Hollande, mais de Gallinacé. Les militants de la Manif pour tous avaient promis qu'ils ne lâcheraient rien, même après l'adoption de la loi sur le mariage pour tous. Et pourtant, ils ont menti. Ils ont lâché des poules. C'était mercredi devant l'Assemblée nationale, avant les questions au gouvernement. Alors, ils avaient prévu 2 camions, au total 450 poules des gallinacées, qui n'avaient rien demandé à personne et qui, en plus, ont flairé le mauvais coup, puisque la plupart des poules ont refusé de descendre des camions. Quelques dizaines seulement se sont retrouvées dans la nature. 4 sont mortes écrasées, 2 devant l'Assemblée nationale, 2 dans le bois de Boulogne, où une 60aine d'autres ont été retrouvées vivantes, selon les chiffres de la Fondation Brigitte Bardot, qui compte porter plainte. Et alors, pourquoi des poules, Lise? Eh bien ça, en fait, même les militants de la Manif pour tous ne le savent pas vraiment. Sur Twitter, ils ont posté des photos des poules tout en interpellant le gouvernement. Arrêtez de plumer nos familles. Ça pourrait donc avoir un lien avec le gallinacé. Alors, autre explication possible pour les poules, celle d'une responsable de la Manif pour tous. Ce serait une façon de dire qu'ils ne s'endorment pas. Alors, cette explication m'a laissé un peu dubitatif parce que, justement, pour moi, une poule, ça dort. On dit bien se coucher avec les poules. Je me suis donc penchée sur le rythme biologique de la poule. Je ne recule devant rien pour cette chronique et j'ai appris que l'animal était réglé sur le soleil. Les poules dorment donc peu l'été et beaucoup l'hiver. Et j'ai appris... Exactement. Et j'ai appris aussi qu'elles étaient très stressées dès qu'on leur changeait la moindre de leurs habitudes. Alors autant dire qu'une virée à l'Assemblée, ça a dû un petit peu les déstabiliser. Mais ça, apparemment, les militants de la Manif pour tous s'en sont pas trop préoccupés. En fait, il faut dire qu'ils sont toujours en train de se demander pourquoi ils ont choisi des poules pour se lécher. Alors, Benoît Titou, ça c'est like ou pas like? Bah, je sais pas. J'ai toujours rien C'est compris. fascinant. On n'a tellement pas compris que... Moi, ça me fascine. J'avoue que j'ai attendu le message tout le long après ces photos incroyables. Et puis le drame quand on a su qu'il y en avait une première. Donc puis c'est quand deux. même comme ça, parce qu'on pleure les poules. Oui, hein, quand quand Allez, même. c'est quand même comme ça. J'ai rien compris, mes pauvres poules. Bon, bah merci Lise, on ne vous voit pas pendant 15 jours, il faut le dire, puisque vous osez prendre des vacances. Je vous confie donc le panda qui est derrière vous, prenez-en soin. Merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en VOD sur publicsena.fr et bien sûr, j'attends vos facéties sur mon compte Twitter. À la semaine prochaine, salut à tous.